réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Je vous annonce que je ne vais pas demander aux Montréalais un troisième mandat comme mairesse. J'ai réalisé que je n'étais pas capable de garantir aux Montréalais 4 autres années avec le même niveau d'énergie que j'ai toujours donné. Il y a 7 ans, je suis entrée à l'hôtel de ville à ma manière. Aujourd'hui, je vous annonce que je vais aussi la quitter à ma manière. La tête haute. C'est l'annonce de Valérie Plante, mairesse de Montréal. Elle l'a effectuée ce matin. Il était 11h30. Elle ne sollicitera pas un troisième mandat à la mairie de Montréal. Elle demeurera en poste jusqu'au mois de novembre prochain, novembre 2025, quand aura lieu la prochaine élection. Pour en discuter, parler de cette décision, de son héritage aussi, je reçois le maire de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour. Bonjour, M. Quentin. M. Marchand, avez-vous été surpris par la décision de Valérie Plante? Est-ce que vous avez un peu confié ses intentions ou vous avez appris ça un petit peu aujourd'hui aussi? Non. La dernière fois que je lui ai parlé, on n'avait pas discuté de ça, mais j'étais sur l'impression de ce qu'elle avait annoncé dans les médias qu'elle continuerait. Alors, quand son cabinet a appelé le mien ce matin, là, c'était la surprise. Bon, comment vous réagissez? Bien, je pense que... Alors, la première chose... On dit des politiciens, des politiciennes qui savent pas partir. On dit c'est facile de rentrer en politique, mais c'est dur d'en sortir. Puis que souvent les gens font le mandat de trop. C'est des phrases qu'on dit souvent. Valérie Plante, elle a l'audace et le courage de partir au moment où elle dit « Moi, si je fais un autre mandat, je n'aurai plus l'énergie suffisante. L'énergie que moi, je veux investir comme mairesse de Montréal, ce que ça prend, et je décide de partir maintenant. » Bien, ça, pour moi, c'est très courageux. C'est très, très fort, c'est très, très lucide de se connaître. Puis moi, je suis pas même de juger si elle a ou non cette énergie-là. Mais je pense que peu importe les allégeances qu'on a, il faut saluer qu'un politicien ou une politicienne soit capable de dire « J'ai donné le meilleur de moi-même et je ne serai plus pour la suite capable de faire la même chose. » Ça, je trouve ça très valeureux. M. Marchand, si elle estime ne plus avoir l'énergie, est-ce que c'est en partie parce que les attaques envers les politiciens aujourd'hui, notamment par le public sur les réseaux sociaux et ailleurs, sont rendues hors de contrôle? Ben, alors, on s'est parlé, Valérie et moi, aujourd'hui, là, je lui ai pas posé cette question-là. Elle seule pourrait le répondre. Quelle est la proportion de ce que ça a comme impact? Je vais vous parler pour moi, par contre. C'est vrai que ça a de l'impact. C'est dur d'être un politicien qui veut être proche des gens et en même temps être souvent sujet aux attaques ou avoir la crainte que ces attaques-là peuvent venir, ce qui n'est pas tant le cas dans la vie réelle, mais qui est plus le cas dans les médias sociaux. Ça fait partie du portrait, ça fait partie de l'énergie que ça consomme. Mais je pense que de tout temps, faire de la politique, ça a toujours fait vieillir les gens 2 à 3 fois de façon plus importante qu'en temps normal. Moi, je le vois en 3 ans. Mes amis autour de moi me disent que j'ai plus vieilli que dans les 3 années précédentes. C'est vrai? Oh oui. Ben, puis je suis pas devenu vieux, c'est pas ça, mais on vieillit plus vite. Il y a le stress, il y a la fatigue, l'impact sur le sommeil, il y a les horaires exigeants, l'hygiène de vie qu'on essaie de garder, mais être mairesse de Montréal ou être maire de Québec, mais puisqu'on parle de Mme Plante, être mairesse de Montréal, vous avez beau, là, peu importe que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'elle a fait, là, c'est un emploi là, qui nécessite 12-15 heures par jour. Là. Puis pas juste une journée, puis le lendemain, on prend congé. Là. C'est comme ça, 5-6 jours semaine. Puis la fin de semaine, quand vous avez du repos, c'est parce que vous faites une journée de 7 heures ou 8 heures. Là. C'est pas parce que vous prenez congé pour la journée. Alors, en ce sens-là, ça épuise, ça exige, on veut donner le meilleur. Vous savez comme Mme Plante est une femme intense, et je dis ça positivement. Elle a voulu donner le meilleur, elle a été cohérente avec ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Et encore là, je salue ça, cette cohérence-là. Les gens peuvent être en désaccord, encore une fois, mais elle s'est engagée en politique avec une vision. Elle voyait où Montréal devait aller, elle voyait ses enjeux, elle y a travaillé de tout son cœur. Elle est toujours restée cohérente à elle-même. Elle a pas fait les choses par sondage. Elle a pas fait les choses pour dire, je vais vous dire ce que vous voulez entendre pour vous plaire, puis passer à travers les mandats un peu plus de façon facile, parce que je vous ménage, puis je vous dis ce que vous voulez entendre. Elle a dit les choses telles qu'elles étaient. Elle a été authentique. Elle a fait le travail qu'il fallait. Et évidemment, ça a un prix. Monsieur Marchand, là, vous êtes un homme en politique, puis déjà, vous le dites, c'est difficile pour vous. Oui, il y a une part d'insulte de la part du public, mais il y a tout le reste aussi. Mais sur ce plan-là, très particulier, vous côtoyez des collègues mairesses aussi. Plusieurs se sont exprimés à ce sujet-là. Est-ce que vous croyez que c'est plus difficile pour une femme, qu'elle est encore plus victime d'attaques? Oui. Définitivement. Moi, je le vois avec les mairesses que je côtoie.
Mais je le vois aussi avec mes conseillères que je côtoie. Donc, elles ne sont pas dans un rôle de mère, mais les conneries qui se font dire, là, c'est des attaques. C'est des attaques sur la sexualité, c'est des attaques sur l'apparence, c'est des attaques sur le physique, c'est des attaques sur les cheveux, c'est des attaques sur l'âge, c'est des attaques vraiment vicieuses et pour lesquelles on se dit ça n'a pas d'allure, mais ça finit quand même par percoler, parce qu'on veut pas des politiciennes, parce que si c'est des femmes, mais même des politiciens insensibles qui se foutent des gens et qui se disent je méprise les gens qui sont colons comme ça. Alors nécessairement parce qu'on veut être proche du monde, parce qu'on fait ce travail-là avec un sens de la mission, là. Madame Plante, c'est un exemple. Madame Plante, elle était investie d'une mission. Elle aime Montréal, elle l'aime encore, elle l'aimait. Elle voulait donner le meilleur pour elle. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elle a fait, si elle a fait les bonnes choses ou pas, il en reste quand même qu'il n'y a personne qui peut dire que c'était pas une politicienne engagée. Bien, nécessairement, quand on est engagé, on va être proche du monde, on écoute, on veut pas être insensible, on entend les critiques, puis bien, certaines de ces critiques-là qui sont formulées de façon complètement abusive, grossière, indécente, violente, bien, nécessairement, parfois, elles percent l'armure. Et ça fait mal. Et au-delà de toutes ces insultes, il y a la question des enjeux également. Puis on le sait à Montréal, et c'est la même chose à Québec aussi, les enjeux dans la cour des maires et des mairesses, ils sont de plus en plus nombreux. Je pense à toute la question du logement, je pense à toute la question de l'itinérance, je pense à toute la question du transport collectif qui demande des sommes énormes en investissement. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les maires et les mairesses des grandes villes du Québec ont les outils suffisants pour affronter ces problèmes-là? Non. Et en termes d'outils qui manquent, c'est des ressources. Les maires et mairesses sont confrontés avec ce que vous nommez des chasses gardées qui appartenaient pas aux villes à une époque et maintenant qui reviennent dans la cour des villes. L'itinérance, c'est un exemple. L'itinérance, c'est un mandat du gouvernement du Québec dans la santé et les services sociaux. Mais quand ça va mal, quand les itinérants sont dans la rue, quand les commerçants sont inquiets, quand des citoyens ne savent plus à quel sens se vouer, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans leur conseil d'arrondissement, ils vont dans leur conseil de quartier, ils vont dans leur conseil de ville, ils écrivent à la mairesse, ils demandent des rencontres, ils expriment leur mécontentement, puis ils ont raison. Mais ils se demandent pas c'est la juridiction de qui. Ils vont voir le politicien ou la politicienne la plus proche. Puis c'est pour ça que les Français ont l'expression que le politicien municipal ou la politicienne municipale, c'est le seul qui est à distance de claque du citoyen. C'est le seul qui est à proximité par ses actions, par sa présence, par où il vit. Alors nécessairement, on reçoit la charge, et c'est normal, parce qu'on veut défendre nos citoyens, on veut être là pour eux et pour elles, mais en même temps, quand arrivent des nouveaux dossiers, on pense à l'itinérance, mais vous avez nommé le transport collectif, qui n'est pas un nouveau dossier, mais par rapport aux défis qui sont énormes, on n'a pas les ressources qu'il faut. On pourrait nommer l'accueil des immigrants, qui n'était pas dans la cour des villes avant. On est rendu à faire des villes qui offrent la santé. On sait maintenant qu'une ville, dépendamment comment elle se construit, va offrir la santé à ses citoyens. Ils vont pouvoir vivre plus longtemps dans leur quartier. Ils vont pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure espérance de vie en fonction de comment on construit les quartiers et la ville. C'est énormément de pression. Les gens qui sont les maires et mairesses au Québec, que j'en connais beaucoup, qui sont très forts, très solides, mais quand tu n'as pas les ressources, tu as beau avoir une bonne vision, tu es toujours en train de quémander, avoir l'impression de te battre pour des ressources, et ça finit par être épuisant, c'est sûr. Est-ce qu'on aura des solutions un jour, là, parce que je vous écoute, vous avez mené ces combats-là, puis on le voit bien dans tout le dossier du transport collectif. Notamment, on a vu Mme Plante à Montréal le mener dans le secteur de l'itinérance, dans le secteur du logement. Je parlais récemment avec la nouvelle mairesse de Gatineau qui a le même problème et qui fait des demandes au gouvernement du Québec pour l'itinérance. Est-ce qu'on est condamné à jouer dans ce film-là tout le temps ou un jour, il va y avoir un déblocage? Non, on n'est pas condamné. On est condamné. On doit vivre avec les conséquences de nos choix. Alors, quand on dit, par exemple, l'itinérance, que si on dit qu'on n'a pas plus d'argent à mettre pour l'itinérance, selon moi, c'est une erreur qu'on fait. Puis le gouvernement du Québec en met plus en passant. Hein? On n'en met pas assez, par contre, par rapport à l'ampleur du problème. C'est ça l'enjeu. On en met plus qu'avant, mais on n'en met pas assez par rapport à l'ampleur du problème. Alors, quand on ne met pas assez d'argent, qu'est-ce qui arrive? Bien, d'abord, il y a des gens qui souffrent. Il y a des humains qui mettent le genou au sol et qui en arrachent. Ça, c'est un problème. Humainement parlant, je pense qu'on ne devrait pas accepter cette fatalité-là. Mais si on revient juste sur le volet économique, l'UMQ a fait un travail avec une firme spécialisée, indépendante, et on a évalué que chaque personne itinérante dans la rue coûte 75 000 $ à la société et qui en coûterait probablement à peu près 2 fois moins si on lui trouvait un logement accompagné, supervisé, avec tous les bénéfices que ça aurait sur les quartiers, sur la personne, sur la sécurité, sur son bien-être à elle, sur sa reprise de pouvoir. Alors, c'est beau de dire qu'on n'a pas d'argent, mais est-ce qu'on a l'argent pour pas le faire? C'est la même chose dans le transport collectif. Alors, il ne s'agit pas de dire l'État est une banque à pitons puis il n'y a pas d'enjeu, mais il s'agit de dire les services qu'on se paye ensemble, quand on est capable de bien se les offrir, ça a un gain, ça a une valeur économique, ça a une valeur dans la communauté pour faire en sorte qu'on s'enrichisse humainement et économiquement parlant. Alors, en ce sens-là, on n'est pas condamné. On est condamné en fonction des choix qu'on fait.
Et ça, c'est une question de collectivité. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir la capacité de s'assumer, de dire qu'il faut mettre plus d'argent dans ces enjeux-là, parce qu'au final, ce sont pour les citoyens, les bénéfices sont là, et c'est les citoyens qui en bénéficient. Prenez la question des changements climatiques. Mme Plante a fait de cette cause-là une cause qu'elle a portée sur ses épaules, qu'elle a portée très fort. Elle a raison de dire que si on ne fait pas la réparation de nos villes, si on n'adapte pas nos villes, puis vous l'avez vécu à Montréal encore cet été, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec des sous-sols inondés. Puis les sous-sols inondés, puis les problèmes d'infrastructure, c'est qui les paye? C'est les citoyens qui les payent. Mais à les faire en urgence, ça nous coûte 7 à 10 fois plus cher. Et en plus, c'est les conséquences sur les citoyens qui voient leur sous-sol, leur maison, leurs biens, leur valeur diminuer. Alors, ce qu'on ne fait pas maintenant, on le paye plus tard. Alors, il faut prendre le flambeau. Ça prend des maires et mairesses, comme Mme Plante, pour porter le flambeau. C'est pas toujours sexy, mais c'est nécessaire. Souhaitons qu'il y ait des gens qui décident aussi de faire le saut parce qu'il y a tellement de défis à remplir et à relever. Bruno Marchand, toujours intéressant de vous parler. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, M. Quentin. Bonne journée, le maire de Québec, Bruno Marchand. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, c'est avec un immense plaisir qu'on reçoit en studio la grande Jeannette Bertrand. Oui, Jeannette Bertrand qui lance aujourd'hui, elle dit que c'est presque sa dernière œuvre, peut-être son dernier livre, mais il y a des points de suspension, on ne sait pas trop. 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse. Bonjour Jeannette Bertrand. Bonjour Catherine. Il paraît que hier, ça a brassé à votre lancement. Oui, il y avait du monde, il y avait des journalistes. Ah, ça a été quelque chose. Mais j'étais très contente, j'avais ma famille, pas tous, là, parce qu'on est trop nombreux, mais il y avait beaucoup de monde. Mais c'est drôle parce que je discutais avec votre attachée de presse, puis elle me disait, Jeannette, elle s'est couchée tard hier. Oui. À quelle heure vous vous couchez? Moi, je suis depuis quelques années, je me couche tard, depuis toujours. Moi, je suis une fille de soir. Je suis pas une fille du matin. Et puis, je me lève tard. Et je dors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je récupère. Il faut que je récupère. Parce que je suis fatiguée. Je me fatigue plus facilement. J'ai 99 ans. Je sais. Dans quelques mois, est-ce que ça vous effraie d'avoir 100 ans au mois de mars? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai hâte que ce soit passé, là. Bon, puis là, après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis comme ça. Je dis ça 100 fois par jour. Ça vous prend des projets? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites dans une journée? Jamais la même chose, beaucoup. Mais là, quand j'écris, tous les matins, j'écris d'affilée, j'écris beaucoup, je corrige beaucoup, alors je travaille. Là, j'ai pas de livre. En ce moment, j'ai pas de livre. Je fais que la promotion. Que la promotion du livre. Où est-ce que vous trouvez, Mme Bertrand, ce goût de la vie, ce goût de faire des choses? Je regarde là, votre tournée médiatique. Vous venez de lancer le livre. Vous êtes en une d'un magazine. Vous faites une tournée des médias. Ça veut dire que vous avez le goût encore. Bon, je dois te dire que quand tu as failli perdre la vie, tu prends goût à la vie. C'est plate. C'est plate. Moi, j'ai fait la tuberculose. Pendant que ma mère se mourait de tuberculose, qui est morte pendant que j'étais au sanatorium, moi, j'ai été 10 mois en grande cure au sanatorium. J'ai une plaie, pas une plaie, j'ai une cicatrice encore au poumon, mais je n'ai plus jamais fait mais j'étais sûre que j'étais pour mourir. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? 20 ans. J'étais à l'université. J'avais 20 ans. Je suis partie pour Sainte-Agathe. C'était épouvantable. Écoute, j'étais dans un petit sanatorium du docteur Joannette. Il y avait un énorme... Tu sais, la tuberculose, c'est une pandémie comme la COVID-19. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Moi, écoute, les gens mouraient comme des mouches. Au sanatorium où j'étais, on était peut-être 6 malades. Et puis, il arrivait un jeune, et la mort venait le chercher quelques jours après. Alors, comment ne veux-tu pas... Alors qu'il n'y avait aucun remède contre la tuberculose. Donc, vous avez été confronté à la mort à 20 ans et ça vous a marqué pour la vie. Et tous ceux qui sont confrontés à la mort jeune ont un goût de vivre que n'ont pas les autres. Mais il y a eu un autre épisode plus tard. Oui. Une bactérie, hein, vous le dites dans le livre. Il y a 6 ans. Et j'en ai pas parlé à personne. Mais c'était l'été.
c'était pendant l'été, j'ai attrapé une bactérie et je suis arrivée à l'hôpital et mourante. Et par hasard, ils ont trouvé le bon antibiotique et il aurait pu ne pas trouver le bon et je serais morte. Et puis quand je suis sortie de là, je venais de publier un livre avec Michel Doré sur la sexualité et ce livre-là n'a pas eu de promotion parce que j'étais trop malade. Ça vous a fait quoi de savoir que cet épisode-là revenait pour une deuxième fois dans votre vie? Il revenait pour une deuxième fois. Je pensais mourir aussi. Je pensais mourir. Puis je meurs. Tu sais, je m'attends, moi, d'ici quelques mois, à mourir parce que je me dis, je suis vieille, mon corps est usé, mon corps ne suit pas beaucoup. Ma tête est toute là, mais mon corps n'y est plus. Je pense que je suis correct, je vais mourir, c'est correct. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça? Non, aucune crainte. Aucune crainte, j'espère ne pas trop souffrir. Et puis, moi, je ne crois pas, je ne suis pas croyante. Croire, c'est une grâce. Je ne l'ai pas, cette grâce-là. J'admire ceux qui sont croyants puis qui se disent « va avoir une autre vie ». Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre vie, que je n'ai que la vie. Et ça donne le goût de mordre dans la vie. Qu'est-ce que vous aimez le plus de la vie, Madame Bertrand? Oh, mon Dieu, la tendresse des gens, la bienveillance des gens, les autres. C'est les autres. Moi, j'ai vécu pour les autres. Pour ça que mon livre s'appelle « 100 ans d'amour ». J'ai vécu vraiment amoureuse des autres, me disant « est-ce que je peux les aider? Est-ce que je peux, moi, aider à ma petite façon à moi? » Et je l'ai fait toute ma vie. Dans ce livre, Réflexions sur la vieillesse, vous parlez justement de vieillir et j'ai l'impression, en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'on a une vision très péjorative de la vieillesse. Ah, ben oui. Pourquoi? Pourquoi on a ça comme société? Parce que quand on voit quelqu'un... Bon, Lise Payette, qui était en chaise roulante à la fin de sa vie, m'avait dit... Tu sais, personne ne nous regarde quand on est en chaise roulante parce qu'on représente quelque chose que les gens ne veulent pas être en chaise roulante. Et ça, je le ressens souvent. Des gens qui me regardent, ils font semblant de ne pas me reconnaître, pour ne pas me parler parce que je suis en chaise roulante. Mais la chaise roulante, c'est un outil parce que moi, je veux sortir. J'ai fait des voyages. Je suis allée à Berlin. Et rendu là, je n'avais que la chaise roulante. Alors, puis un pousseux de chaise roulante qui est mon conjoint. C'est Donald. On le salue. Oui. Il est avec vous depuis 40 ans? 41 ans, oui. Qu'est-ce qui a fait que ça fonctionnait entre vous deux? Tu veux un cours sur le couple, hein? Un petit peu. Un petit peu. Je pense qu'on est complémentaires. Contrairement à ce que les femmes demandent dans les sites de rencontres, puis les hommes demandent, ils demandent des pareils. Non, ça marche pas. Deux pareils dans une maison, ça marche pas. On est complémentaires. Je lui apporte une certaine fantaisie. Je lui apporte, moi, je suis toujours prête à sortir. C'est un tranquille aux portes. Alors, tu sais, c'est un homme qui parle pas beaucoup. Moi, je parle beaucoup. Alors, on est complémentaires. Il me calme. Et j'espère que je l'excite. Non, mais je trouve ça intéressant parce que dans le livre, vous parlez de sexualité. Oui. Vous n'avez pas peur de parler de la sexualité chez les personnes âgées. Oui. De dire que c'est un tabou immense. Ben oui. Un moment donné, le désir, ça s'en va dans le mur. Là, ça descend tranquillement. Le désir, c'est un appétit. Or, on mange moins en vieillissant. Moi, je mange quasiment plus. J'ai perdu ce désir-là de manger et j'ai perdu aussi ce désir de la sexualité. Mais il reste, ça finit pas là. Il reste toute la sensualité. Or, il y a quelque chose qui se passe quand un homme a moins d'appétit sexuel. C'est fini avec sa blonde. Il l'embrasse plus, il fait pas de compliments. Comme le désir n'est plus là, il la considère comme sa sœur. Mais c'est une erreur. On est encore des amoureux, mais des amoureux qui font la tendresse plutôt que l'amour. C'est la distinction que vous faites entre la sexualité et la sensualité. Ah ben oui, mais le danger pour les hommes, étant donné qu'ils ont une sexualité qui est très différente de la nôtre, est-ce que vous voulez savoir en quoi c'est différent? Allez-y, on vous écoute. Vous êtes là pour ça. Bon. C'est que les filles, ce qu'on désire,
d'un homme, c'est faire un avec lui. C'est l'atmosphère, c'est sa gentillesse, c'est comment il est avec nos parents. On aime un homme là, pour tout ce qui nous protège un peu aussi, sans trop nous protéger. Tandis qu'un homme, ce qu'il veut, c'est baiser. OK? Alors, quand il l'a, c'est la tendresse, c'est de trop. Pas tous, mais malheureusement, pas tous. Mais pas tous. Il y a des exceptions tout le temps aux règles. Alors ça marche pas. Ça marche pas. Ce que je peux constater, moi, ce que les femmes me racontent, c'est que c'est fini pour eux autres. Quand ils ont tellement peur que la panne redevienne une panne, puis qu'il a l'air fou, parce que la performance pour les hommes, c'est beaucoup plus important que pour nous. C'est vrai. Alors, ils performent là-dedans comme dans la vie. Et nous, la performance, c'est pas ça. Oui, on veut être performant, mais on veut aussi apporter autre chose. Apporter de la tendresse, apporter du bien-être. On veut autre chose. Est-ce que vous pensez que ce constat que vous faites là, sur les relations hommes-femmes, que la situation a évolué au cours des 40-50 dernières années? Oui. J'ai eu... moi, mon école, c'est le public. Pendant la pandémie, j'ai enseigné aux gens à écrire leur autobiographie. J'en ai reçu et j'en ai lu 2400. Des gens là, qui vous envoyaient des textes, racontaient leur vie. Raconter leur vie. Très bien, mais surtout des régions. Et là, j'ai appris beaucoup sur les comportements des hommes et des femmes de mon âge. Et... les femmes se plaignent toutes de la même chose. Avant, on se caressait, il y avait des préliminaires. Là, il n'y a pas de performance, donc il n'y a pas de préliminaire. Donc, on se retrouve chaque côté du lit sans jamais se toucher. Mon Dieu, que je voudrais donc mettre une affiche sur les petits chars, sur les autobus, tu sais. Écoute, c'est pas fini. La sexualité, c'est pas fini. Il reste la sensualité. Mm-hmm. Mais... Et au-delà de tout ça, dans les récits que vous avez reçus, quel constat vous avez fait? Est-ce qu'il y a des tendances qui ont émergé? On vient de la grande misère parce qu'ils parlent de leurs parents. Quand on fait une autobiographie, on commence par ses parents. Et on vient de la grande misère que la religion nous a donnée. Cette culpabilité pour tout. Les hommes que les prêtres leur disaient. Mon père est arrivé une fois en me disant « Je suis le représentant de Dieu dans ma famille. Je suis ce que l'Église est. » Écoute, et alors les hommes, quand j'ai écrit Grand-papa, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Grand-papa, c'était pour lutter contre l'autorité des parents, du père, qui se croit tout permis, même l'inceste, parce que c'est rien que sa fille. C'est à moi, cette fille-là, je peux tout en faire. C'est ma femme, je peux faire n'importe quoi avec elle. Ça vient de là. Est-ce que c'est pour ça que vous n'êtes plus... croyante? Oui. Oui, c'est pour tout ça. C'est pour tout ça. Il y a eu un choc dans ma vie. C'est que moi, j'ai eu des jumelles qui sont mortes. 1 an après, j'avais un enfant. 2 ans après, j'avais un autre enfant. Quelques années après, j'en avais un autre. Je trouvais que 5 grossesses, c'était suffisant. Et puis, alors, je suis allée voir un prêtre qui était réputé, un jésuite, qui était réputé pour régler tous nos problèmes de couple. Et puis, je dis, mon père, je m'accuse, je me vois encore. Mon père, je m'accuse d'empêcher la famille. C'était le gros péché. Alors, il me dit, oh, aucun problème. Mais il n'y a aucun problème. Vous n'avez qu'à ne prendre aucun plaisir. Oh mon Dieu. Je suis sortie. Alors, il a dit, et c'est votre mari qui ira en enfer. J'ai dit, s'il va en enfer, j'y vais avec lui. Et puis, je suis sortie et mon mari m'attendait dans l'auto. Puis, j'ai dit, jamais plus, je remettrai les pieds à l'église. Alors, ça a été terminé cette journée-là. Et sans culpabilité. Et sans culpabilité. Or, sans concerter, sans en parler à personne, beaucoup de femmes ont fait la même chose. Parce qu'il y avait un édit d'un pape, je ne me souviens plus lequel, qui disait « c'est péché d'empêcher la famille ». Et les femmes se sont mises à dire, séparément, sans se consulter, « ben là, on va-tu avoir 12 enfants, 22, comme nos mères? On ne veut pas ça. » Les femmes ne voulaient pas avoir 22 enfants.
C'est incroyable, l'évolution du Québec, Écoute, quand même, pendant votre vivant. Mais dans 100 ans, c'est arrivé dans 100 ans. C'est arrivé très vite. Et on est devenus, les femmes, on est allés très, très vite. C'est pour ça que les hommes ont la langue longue, là, puis qu'ils ont la misère à nous suivre. Ça a été trop rapide pour les hommes, vous Ça a pensez? été trop rapide, parce qu'eux autres, ils étaient assis dans leur privilège. Le privilège d'être homme. C'est un privilège d'être homme, parce qu'arrive avec l'homme plein d'avantages. Moi, j'avais des frères, j'avais 3 frères aînés, il y avait de l'argent de poche. Ils pouvaient sortir. Moi, j'avais pas le droit de ça. J'avais pas d'argent de poche, mon père Parce disait... que vous étiez une fille. Ben oui, il y a un garçon qui va payer pour toi, t'as pas besoin d'argent de poche. Moi, quand j'ai demandé d'aller aux études, j'ai demandé d'aller à l'université, mon père m'a dit pourquoi? Pour changer de couche. C'était pas un être humain, c'était un homme extraordinaire, mais qui était de son temps. Oui, Jeannette Bertrand, qui, je le rappelle, signe un livre qu'elle présente aujourd'hui, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse. Dans votre livre, Madame Bertrand, vous parlez des modèles qui sont peu voyants pour la vieillesse. Vous en êtes un quand même. Mais oui, pourquoi? Pour plusieurs personnes. Mais oui, quand je t'ai parlé tantôt des autobiographies, j'ai lancé aussi cette année, avec l'Institut de gériatrie, dont je suis une patiente, j'ai lancé on manque de modèles. Les vieux, on manque de modèles. Et j'ai reçu, parce que je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule à avoir toute ma tête, à être assez en santé pour fonctionner, qui aime la vie. Et je ne suis pas toute seule, là, qui s'organise une vieillesse le fun. Alors, j'ai voulu en parler. J'ai voulu le dire. J'ai voulu... Alors, j'ai demandé des modèles et on en a eu. Et je peux-tu profiter de toi pour te dire que si jamais, ta mère est un modèle, ton père est un modèle, ta grand-mère était un modèle, que tu veux en parler, c'est très facile. Tu vas à figm.ca. Fondation Institut Gériatrie Montréal. FIGM. Et là, je suis là partout. J'ai des capsules partout. Et puis, je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire. Pourquoi que nous autres, on puisse consulter ce site-là, c'est le site de l'Institut de gériatrie, pour savoir qu'il y a d'autres modèles que moi. Mais est-ce que vous pensez que du fait qu'il y ait très peu de modèles, ça crée une certaine détresse et dépression chez les personnes âgées? Bien, ce que je comprends. Parce que les jeunes, ils ont des joueurs de hockey, c'est leur modèle. Ils ont plein de modèles. Nous autres, on n'a pas de modèle. Il y a moi, là. Mais tu sais, c'est pas moi qui me dis, voici, je suis un modèle. Je suis pas un modèle du tout, mais les gens me disent qu'ils veulent vieillir comme moi. Mais moi, je souhaite que tout le monde vieillisse comme moi. Mais c'est très simple, c'est pour ça le livre. Mais pour vieillir comme vous, Mme Bertrand, je vous écoute. Là. Vous venez ici, là, puis vous nous parlez de votre site Internet, vous donnez même l'adresse en ondes. Ça veut dire que vous vous êtes adapté à la nouvelle réalité de la vie aujourd'hui. Ah, ben oui. Et c'est peut-être ça une clé de la réussite aussi. Tout à fait. Mais je suis pas tout seul. Tu sais, moi, je pensais, là, quand j'ai lancé les autobiographies, que les personnes âgées, moi-même, j'avais ce préjugé, n'auraient pas été capables de le faire. Ils étaient capables, qu'ils ne seraient pas servis de l'ordinateur. Ils sont capables. Ils sont capables. J'ai reçu très peu de manuscrits à écrire à la main, très, très peu. Alors donc on est les personnes âgées, on a le pouvoir, mais on a aussi ce pouvoir de se dire, il y a personne qui me veut, il y a personne qui ne me parle jamais, et je suis jamais consultée, on n'écoute pas mes conseils, on me demande pas de conseils, donc je suis rien. Inutile. Donc, je me laisse, je suis un membre inutile de la société. Quelqu'un qui nous écoute, Mme Bertrand, et qui vient de se reconnaître dans ce que vous avez dit, une personne plus âgée, qu'est-ce que vous lui dites? Le secret, c'est s'adapter à la vieillesse. Si tu passes ton temps, je parle aux hommes, là, à penser que quand tu avais 40 ans, tu étais capable de boire très tard, puis de te coucher tard, puis tu n'es plus capable de faire ça. Si tu ne t'adaptes pas, ben, tu es malheureux parce que tu penses toujours que tu étais bien quand tu avais 40, puis que tu es fini. Mais, alors que si tu t'adaptes, c'est s'adapter qui est le secret. S'adapter. Bon, moi, je marche plus. Je peux plus rester debout longtemps. Bon, alors donc, j'ai une chaise roulante.
mais ça ne m'empêche pas de sortir. Il y a 3 ans, on est allé en voyage à Berlin. Puis j'étais en chaise roulante. C'est compliqué de traîner à chaise roulante. Mais ça a valu la peine. Mais ça vaut la peine. À chaque fois que je sors, comment ça se fait que moi, je rencontre pas de gens en chaise roulante? Pourquoi? Parce que les vieux disent « Oh, moi, je ne marche plus, je reste à la maison. » Il faut oser, il faut prendre des risques. Et de ne pas toujours regarder la télé, parce que vous dites que des fois, ça vous tente, hein? Ah, mais oui. De passer la journée devant le téléviseur. Oui, moi, des fois, là, je me dis, oh là, je m'assois puis je me berce, là. Là, pourquoi? C'est trop compliqué. Alors, mais le lendemain, il y a quelque chose qui me pousse parce que j'ai failli mourir. Et que je me dis, profitons. Je suis une profiteuse. Moi, en tout cas, je vous trouve bien chanceuse d'avoir pu vivre pendant un siècle. Oui. Parce que vous avez vu vraiment une évolution incroyable. Incroyable. Puis je sais que ça ne doit pas être facile parce qu'en même temps, vous perdez des gens autour de vous. Oui. Il y a des gens qui décèdent. Moi, je n'ai plus mes amis de cœur d'enfance. J'en ai plus une seule. Elles sont toutes mortes. Alors, d'un autre côté, je me dis, je suis chanceuse. Je me trouve toujours chanceuse. Je me trouve chanceuse d'être encore capable de faire ça, chanceuse d'écrire. Je suis très, très chanceuse. Nous, on est très, très chanceux de vous avoir reçus aujourd'hui. Oui, c'est extraordinaire. Plus que chanceux. Vous dites que vous êtes une profiteuse de la vie. Je peux vous dire, Mme Bertrand, vous êtes une splendide profiteuse. C'est vraiment exceptionnel de vous parler. Merci énormément de nous avoir visités aujourd'hui. Je rappelle le titre du livre, Jeannette Bertrand, 100 ans d'amour, réflexion sur la vieillesse. Et j'avoue que ça fait bien réfléchir. Écoute, juste pour finir, ce livre-là, je pense qu'il faut le lire jeune aussi. C'est vrai. Bon parce conseil. Que ça empêche d'avoir peur de vieillir. C'est vrai. Vous allez peut-être me donner un petit coup de pied dans le derrière. Merci encore, Mme Bertrand. Merci, Philippe, merci. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. On manque d'arbitres au hockey mineur et c'est une nouvelle importante parce que les arbitres, c'est au cœur de la pratique du sport pour que ça soit joué de façon agréable dans un contexte sécuritaire. Et là, c'est une étude qui a été menée par le pôle sport des autres études commerciales qui nous apprend franchement des choses qui sont extrêmement troublantes, hein? L'importance des actes de violence verbale et physique pousse plusieurs arbitres à quitter le hockey mineur. Alors, pour en discuter, je reçois Éric Brunel. Éric Brunel est directeur et fondateur du Pôle Sport et professeur titulaire au département de management à HEC Montréal. Éric, bonjour et bienvenue. Bonjour, Philippe. Et Stéphane Auger. Stéphane, bien sûr, vous le connaissez bien, ancien arbitre de la Ligue nationale et il est maintenant le DG de Hockey Québec. Salut, Stéphane. Salut, Philippe. Alors, Éric, tu as chapeauté cette étude-là. Quel est le constat le principal? Déjà, juste pour commencer, mettre en place le fait que pas d'arbitre, pas de sport. Les arbitres sont souvent c'est les négligés du sport, hein, on les met au deuxième rang, mais s'il n'y a pas d'arbitre, il y a plein de conséquences. On a vu, par exemple, dans les dernières années, des tournois annulés, des championnats annulés, et ça a toutes sortes de conséquences sur le développement du sport, mais aussi pour plusieurs organisations, c'est des sources de revenus. Il y a vraiment, à l'heure actuelle, des tournois qui sont annulés? Ah oui. Parce qu'on n'a pas d'arbitre. Tout à fait. Puis pas seulement au hockey, hein, dans plusieurs sports. C'est un phénomène qui, ici au Québec, qu'on observe, mais aussi partout sur la planète. Et une des principales raisons, c'est pas la seule, mais une des principales raisons est en lien avec la violence que vivent les arbitres en faisant leur métier. C'est les données qu'on a, c'est désastreux, là. 85% des arbitres qu'on a sondés dans notre étude se disent avoir été victimes de violences verbales, 45% de violences physiques. En comparaison, on a des données pour tous les types d'emplois au Québec, là, c'est colligé par la santé publique, et c'est 14% pour la violence verbale et 2% pour la violence physique. On voit l'écart, c'est désastreux. Il n'y a aucun environnement de travail dans lequel on accepterait de se faire crier toutes sortes de noms, de se faire menacer. Je vais t'attendre dans le stationnement, je vais te refaire le portrait, ce genre d'affaires. Mais pourtant, au hockey, on dirait qu'on l'accepte, ça. Ça fait comme partie de la culture, une forme de culture du dénigrement. Là, c'est quasiment cool de huer des arbitres. Puis là, nous, on trouve à HEC, on aime ça pouvoir aider le milieu sportif, puis on trouvait que ça n'avait pas d'allure, puis on a décidé de mettre en place un programme de recherche pour documenter ça. Puis je suis content que Stéphane soit là parce que en fait, on veut aider Hockey Québec à mettre en place des mesures pour contrer tout ça. Stéphane, pourquoi c'est comme ça? Écoute, j'ai pas vraiment de réponse. C'est comme ça depuis que moi j'ai commencé à arbitrer.
Est-ce que ça empire? Bien, j'ai répondu à la question tantôt, puis je peux pas vous répondre vraiment parce que je pense que le fait qu'il y ait des médias sociaux maintenant, des caméras, des nouvelles en continu, il y a un paquet de facteurs qui fait que maintenant, on est juste plus informé que ça se produit. Je vais te donner, puis là, on va parler de données scientifiques après ça, données personnelles, mon expérience à moi, ça existait dans mon temps. C'est juste que ça restait à l'aréna locale, parce que ça sortait pas. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Fait que moi, je pense pas qu'il y en a moins, je pense pas qu'il y en a plus. Je pense que ça existe depuis toujours. Donc, tu penses que depuis toujours, il y a 85% des arbitres qui sont insultés et 45% qui sont menacés physiquement, que c'est pas un phénomène nouveau? Je l'ai vécu. Je l'ai vécu les deux. Bon, évidemment, tout le volet verbal, ça a été continu là, pendant toute ma carrière, au niveau amateur jusqu'au niveau professionnel. Physiquement, ça m'est déjà arrivé aussi. Puis, tu sais, physique, c'est pas juste de t'agripper, là, comme il disait. Moi, j'ai sorti par la porte de l'aréna, la porte de côté, pour éviter les spectateurs en haut régulièrement. Fait que c'est un constat alarmant, mais ça existe depuis toujours. Je l'ai vécu. Les gens avec qui j'ai travaillé l'ont vécu. C'est pas nouveau, là. Est-ce qu'on peut changer ça, Éric? Ben, en fait, les résultats de l'enquête qu'on a fait, oui, il y a des leviers qu'on peut mettre en place pour favoriser. Mais est-ce qu'on va enrayer complètement le phénomène? C'est beaucoup de pression. Complètement, je penserais pas. Je serais très étonné, parce que quand on parle de sport, on parle beaucoup d'émotions, de réactions émotives. C'est pour ça qu'on aime le sport. Mais on peut quand même favoriser le fait que des arbitres vivent une expérience plus positive en faisant ce métier-là. Dans notre enquête, on a essayé d'évaluer des leviers sur lesquels on pouvait intervenir qui avaient vraiment de l'efficacité. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait 3 facteurs qui faisaient toute la différence. On peut, à Hockey Québec, les associations régionales peuvent mettre en place des mesures qu'on appelle de support organisationnel. Par exemple, des programmes d'aide pour les arbitres, des procédures de dénonciation, de la formation pour les superviseurs, parce qu'on veut des gestionnaires qui vont prendre ça au sérieux. On peut faire ça, mais en soi, seul, c'est pas suffisant. Il faut aussi miser sur le deuxième levier, qui est de favoriser l'émergence d'une communauté des arbitres, on va appeler la socialisation, le fait qu'ils peuvent s'entraider entre eux. Et troisièmement, mais on va essayer aussi d'aider les arbitres à développer ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est pas être un tough, là, c'est pas avoir la couenne dure. Ça peut aider, mais c'est surtout d'être capable de construire positivement quelque chose de positif avec une épreuve, un défi. Et ça se développe, ça. Ça se développe, là, mais quand tu te fais traiter de tous les noms, tout à fait. Essayer de développer de la résilience autour de ça, là, peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après ça vient que ça pèse. Là. Tout à fait. Puis c'est exactement pourquoi il faut avoir les 3 leviers ensemble. C'est l'effet combiné qui va faire ensemble qu'on va pouvoir réussir à diminuer l'ampleur de ce phénomène. Une bonne façon de procéder, là, ce serait pas d'éliminer les parents dans les arénas? Ben, ça serait peut-être une piste. Non, mais c'est parce que je trouve qu'on parle de toutes sortes de choses. Ça fait longtemps que ce dossier-là est dans l'air. Puis il me semble que parfois, on regarde pas la vérité en pleine face. Les parents sont une grande partie du problème dans les amphithéâtres. Un père de famille qui prend le match de son petit gars de 8 ans, 9 ans, pour l'équivalent du 7e match de la finale de la Coupe Stanley, il y a un sacré problème avec ça. Puis tout à fait. Puis même nos données ont démontré que la source principale de la violence envers les arbitres, c'était les spectateurs. Voilà, exactement. Et c'est généralement des parents. Oui, mais c'est délicat comme situation parce qu'une organisation comme Hockey Québec n'a pas un pouvoir direct, c'est pas des membres. Ils n'ont pas une emprise directe sur les parents. L'idée, ce serait de trouver des manières qu'il y ait un peu d'équilibre entre eux. Tu sais, un peu de régulation. Là. On va expérimenter, c'est le genre de choses qu'on va expérimenter. Là. Tu sais, une brigade de bien-être et gentillesse spectateurs. Là. Non, mais c'est des moyens. Si on s'adresse aux spectateurs avant les matchs, puis on leur rappelle. On le rappelle. Fait quand on parle de formation, oui, il faut former les arbitres, les entraîneurs, les joueurs, mais aussi les spectateurs. Puis ça, c'est vrai, on l'oublie. Est-ce qu'on devrait arrêter de vendre de la bière dans les arénas? Je sais pas s'il y a de la bière de vendue dans les juniors, puis tout ça, c'est une bonne question. Ben, là, on arrive à un niveau différent. T'sais, au niveau du hockey mineur, la majorité du temps, non. J'imagine qu'il y a des tournois à l'occasion. Là, ça, c'est autre chose. Mais si tu me permets de revenir, la majorité des parents se comportent bien dans une aréna. C'est une minorité, puis de bannir les parents, leur plaisir de voir leurs jeunes pratiquer leur sport, moi, je suis contre ça. Je suis contre les sanctions. Les sanctions collectives. Ça fait drôle de venir d'un arbitre, là, mais je suis contre les sanctions. Je suis plus dans l'accompagnement. Puis c'est là-dessus qu'on va se pencher à Hockey Québec. C'est de travailler avec les gens pour pouvoir sortir ou au moins éduquer ces personnes toxiques-là, puis pour que les autres parents puissent profiter de la pratique du sport de leurs enfants. Là. Stéphane, on a parlé de caméras corporelles pour les arbitres, de façon à ce qu'ils puissent filmer les spectateurs. Est-ce que on va aller de l'avant avec ce projet-là? Ça n'a pas fonctionné. On l'a essayé, finalement. Ça devenait trop compliqué là, pour des raisons techniques. Je pense qu'il y a d'autres moyens là, qu'on peut mettre en place, notamment avec les recommandations de l'étude pour pouvoir améliorer tout ça. Encore une fois, on est dans les restrictions.
Mais on l'a essayé, on a fait un projet pilote, puis bon, on n'a pas donné suite parce que c'était pas concluant. Mais Philippe, le message qui est important, c'est que la coercition seule, ça fonctionne pas. Et il y a eu déjà des expérimentations. Par exemple, on donnait des pénalités de foule. Puis là, les gens violents, ben, ils changeaient d'espace dans l'aréna pour faire des punitions à l'autre équipe. Puis évidemment, exactement. Ouais. Donc, il faut avoir une vision plus 360, un peu plus complète. OK. Votre rapport, vos recommandations. Éric, tu estimes à combien les chances que ça améliore la situation d'un pourcentage significatif? 100%. Ah oui? Oui, ben nos résultats sont sans équivoque. Ces 3 leviers-là vont grandement favoriser. Mais est-ce que ça va faire toute la différence? Je dirais 0% pour toute la différence. C'est un pas dans la bonne direction, mais on va le reconnaître. Là. La violence, c'est pas juste dans le sport qu'on le vit. On le voit au théâtre, dans tous les arts de la scène, dans la société de manière générale. On vient d'en parler en politique également. J'entendais ça, je me disais, mais on aurait pu faire l'étude en politique. Oui, voilà. Écoutez, je vous réinvite dès maintenant pour dans un an, jour pour jour, puis on verra comment le programme a été, puis si on a fait des progrès, et je le souhaite du fond du cœur parce que c'est important qu'il y ait des arbitres, c'est important que ces arbitres-là soient aussi traités avec respect. Eux aussi, ils font ça pour s'amuser, là, puis pour aider les jeunes, puis parce que surtout, les arbitres, comme les joueurs, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ce sont des passionnés de sport aussi, et puis il faut qu'ils puissent profiter de leur... Puis d'ailleurs, on a des données là-dessus, puis c'est assez intéressant, malgré les difficultés, ceux qui restent en place, ils vivent une grande passion, ils ont une satisfaction envers ce qu'ils réalisent, c'est juste qu'ils n'aiment pas comment ça se passe. Voilà, on les comprend bien. Il y a de l'espoir, là. Il y a vraiment de l'espoir à y arriver. Éric Brunel, tu es directeur et fondateur du Pôle Sport aux Hautes Études commerciales à Montréal, professeur titulaire au département de management à la même école. Stéphane Auger, tu es directeur général de Hockey Québec, ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.